Il faut revaloriser un certain nombre de choses parce qu'une culture, c'est le socle, c'est la base, c'est la pierre qui permet de se développer, de se projeter. Sinon, on a un vide. Et quand on a un vide quelque part, quand on se développe jusqu'à un certain stade, on ne sait plus qui on est. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Babantou from Roots. Je suis Lys, votre hôte pour cette nouvelle aventure, et dans cette émission, nous partons à la rencontre d'artisans, d'artistes, d'agriculteurs qui œuvrent avec ce que la nature a de plus beau. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Monsieur Richard, exploitant agricole que nous sommes allés rencontrer dans sa ferme, au village d'Agboville en Côte d'Ivoire. Monsieur Richard fait principalement de l'aviculture. Nous y avons découvert un espace, un écosystème, où tous les détails comptent pour le bien-être des volailles, des sols, des eaux et de l'environnement en général. Monsieur Richard est aussi un homme panafricain, profondément attaché au sens des racines et de l'identité. Nous avons donc discuté longuement autour de la culture, du retour à la terre et de bien d'autres sujets. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. C'est un quart de VA. Et derrière les VA, on a mis en place des maïs sur 1 hectare. C'est des jeunes plants qui sont en train de pousser. D'accord. Voilà. Et donc là, il y a la ferme après. Oui. D'ici, tu vois la plantation de maïs. Et là, ce sont des anciens billons. On avait une récolte qui a été partie, qu'on a enlevée. On va les retourner, les retravailler, et puis jusque là-bas, et refaire de nouveau une nouvelle pépinière de tomates, d'aubergines, etc. De choux, voilà. Je suis Monsieur Barichard, je suis exploitant agricole à Agboville, plus précisément, dans la région de l'Agné-Bitiassa, pas loin d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Je me suis installé, ça fait bientôt 3-4 années maintenant. J'étais installé en France, je travaillais en France, et puis à partir de la France, j'ai pris l'initiative d'un retour à la terre, comme on dit. Et donc je suis allé crescendo, progressivement. J'ai acheté un lopin de terre, ensuite j'ai commencé à faire un poulailler, un deuxième, après un troisième. J'ai commencé à faire des bandes de poulets de chair. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi qu'on propose des poulets bio, c'est-à-dire des poulets qui se nourrissent en plein air. Et donc, j'ai commencé à initier cette activité-là progressivement. Donc aujourd'hui, je suis à peu près à 300 poulets africains et hybrides. Et donc je progresse à mon rythme, bien sûr, parce que en toute activité, il faut prendre le temps. Et donc je prends le temps de progresser parce que c'est quand même assez délicat, les volailles. Elles sont très sensibles aux aléas. Et donc on va tout doucement jusqu'à atteindre une certaine autonomie. Voilà un peu. Ensuite on a les maraîchers, bon, on en parlera. C'est une autre volée. Quand on fait une ferme, c'est une ferme agro-pastorale en fait. On commence tout doucement, on commence sur un volet, on commence par la volaille, ensuite on a des étangs de pisciculture parce qu'on a un cours d'eau qui passe à côté, donc j'ai fait creuser des étangs pour faire une activité de pisciculture, d'élevage de carpes, de mâchoirons, etc., qui va prendre forme.
Et donc, il a fallu que je finisse, je termine d'abord les poulaillers, la bâtisse des employés en cours de finition. Et puis, après, on passera ensuite aux étangs de pisciculture. D'accord. Voilà. Mais nous sommes installés sur à peu près 3 hectares et demi. Donc, on a une marge de manœuvre assez importante. On peut ensuite se projeter sur des maraîchers, des cultures maraîchères, notamment le chou, la carotte, le chou, les concombres, les aubergines. Enfin, tout ce qui est à portée de main qui peut nous permettre de nous nourrir nous-mêmes aussi, d'abord, et puis nos familles. Et puis ensuite, s'il y a un trop plein, de pouvoir rentabiliser cette activité-là en proposant nos produits sur le marché local. D'abord, parce que c'est le plus important, et puis peut-être plus tard demain sur le marché d'Abidjan. Très bien, on vous suit. Voilà. Bon, là c'est le poulailler, la basse-cour. On a commencé par des poules, des poulets, des coqs et tout ça, mais on va aller après à la pintade, hein, quand on aura un peu plus de moyens. Florent! Ton cadenas est là, on ne peut pas entrer. Hein. Ici, nous sommes dans la basse-cour. Si vous avez remarqué, on a différents poulets, mais ce sont des poulets en grande majorité africains. Voilà, et donc ici, on fait un élevage de plein air. Donc, les poules et les coqs sont libérés. Le soir, ils ont bien sûr l'abri pour qu'elles puissent s'abriter en cas de pluie et puis en cas de soleil, parce que parfois il fait chaud. En dehors de ça, ils sont nourris en plein air. On associe tout ce qu'on a comme produits de la nature, hein, qu'on met à droite, à gauche, avec bien sûr du maïs et tout ça. Et tout le reste, les éléments qu'elles cherchent et tout, elles viennent les récupérer dans le sol, livrées à elles-mêmes comme ça. Et donc, on a du coup une qualité de goût, parce qu'il n'y a pas le stress qu'elles ont d'être enfermées comme dans des batteries et tout ça. Et puis aussi, la nourriture qu'elles vont chercher contribue à leur donner une meilleure qualité de chair. Voilà un peu. Donc, elles sont livrées. Alors, on a bien sûr fait un enclos, une clôture pour ne pas qu'elles aillent un peu trop loin, mais elles sont libres de mouvement sur à peu près un demi-hectare. Voilà. Voilà. Donc, on a là quelques hybrides aussi et des typiquement africains. Voilà, on a les deux. Voilà. Et la propriété s'étend bien sûr de là jusqu'à la limite des forêts. Bon, là on a laissé, on n'a pas encore prévu de l'exploiter, mais quand on aura atteint un bon stade de production, en ce moment-là on se redéploiera sur la deuxième moitié du terrain. D'accord. Voilà. Ok. Là on a à peu près 200, mais l'objectif c'est d'atteindre 2000. De sorte qu'on puisse chaque mois les écouler au fur et à mesure. Mais tant qu'on n'a pas atteint ce quota de 1500 à 2000 poulets, bien, pour le moment on ne les vend pas. Okay. Voilà. On n'a pas élagué là, mais sinon quand on plante tout ici, c'est tout là, il y a des bions, il y a des rangées de bions, il y a au moins 600 bions ici, non là, Florent, qu'on a fait. Et là, on a des colonnes entières, parce qu'on a des caniveaux, des petits caniveaux, tu vois, où l'eau circule. Mais là, pour le moment, on a laissé en jachère, ce qu'on appelle laisser en jachère, c'est-à-dire qu'on laisse la terre se reposer. Okay. Parce qu'on a fait des récoltes et des récoltes, on laisse la terre se reposer, prendre la forme, la végétation, et puis après on vient, on va faire le défrichage, on va retrouver nos bions qui sont cachés sous la végétation, on va les nettoyer, les retourner, et à ce moment-là, on replante.
Parce que moi, je fais en sorte d'éviter qu'on mette des produits. Ouais. Voilà. Hein, voilà. Il faut travailler aujourd'hui sur quelque chose de sain. Voilà. Donc voilà un peu. Donc on laisse la terre. On a laissé tout ça. Vous voyez, il y a les fleurs et tout. Donc la végétation enrichit le sol. On laisse. Et puis au bout dans peut-être un mois, quand la petite pluie va passer, on vient, on fait le défrichage, on nettoie, on fait avec la végétation, on fait du compost. Voilà, et puis c'est ce qu'on prend, des engrais, on en rajoute quelques éléments, et puis c'est ça qu'on prend pour remettre dedans, et puis on plante. C'est tout un écosystème. C'est un écosystème, voilà. L'idée c'est ça. Okay. L'objectif c'est ça en fait. Arriver petit à petit à se débarrasser de tout ce qui est produits chimiques et qui pollue les couches, les nappes phréatiques et qui se déversent dans des rivières qu'on a et il y a des consommateurs qui peuvent consommer ça devant, etc. Et donc tout ça est facteur de maladies qui aujourd'hui infestent les pays africains. Vous voyez ce qui s'est passé avec la banane aux Antilles, aujourd'hui avec le glyphosate, je crois, c'est ça, hein, qui d'après ce qu'on a comme information, crée de nombreux cancers, de la prostate et puis autres, en Martinique notamment. Donc nous, qui sait, si on continue d'utiliser des produits chimiques incontrôlés, dont on ne sait pas ce que ça peut causer comme dommage à l'humain. Ça reste à l'humain en définitive, parce que si vos produits sont remplis de pesticides, qu'est-ce qui va arriver dans nos assiettes? Mais des pesticides. Voilà. Donc il faut changer le système, il faut aller doucement, il faut prendre son temps. C'est plus long, plus fatigant. C'est vrai que arroser et puis couper, défricher, mettre ce qu'on appelle un calache. C'est un produit qu'on appelle le calache. Ouais. Comment on peut appeler un produit calache? C'est un truc russe, là, ouais, la mitraillette. Parce que dès que vous le plantez, vous le versez dessus, mais ça détruit toute la flore. Mais seulement le problème, c'est que ça détruit la flore, mais ça détruit aussi toutes les petites bestioles qui sont là pour enrichir le sol. Les vers de terre, les escargots, les limaces, toutes ces petites bestioles-là. Donc il faut revenir à une autre forme d'agriculture. Surtout dans les produits maraîchers qui sont des produits de consommation. Voilà. D'accord. Oui, bon, vas-y, monte, tu veux? Je vais essayer. Bien, et voilà. Ça patine un peu. Voilà, c'est là, ici on marche bien. On va voir, il y a une rivière qui est là. Tu vois la végétation qui est là? Ouais. Je l'ai laissé exprès parce qu'il faut laisser les choses un peu. Voilà, tu ne feras trop détruire la nature. Il y a une rivière qui passe là. Et donc moi, j'ai ouvert ici une bêche, j'ai fait un étang et j'ai 3 étangs alignés là. Sur le même alignement. La végétation est dessus parce que je ne l'ai pas encore mis en exploitation, mais ils sont déjà creusés. Voilà. Quand je serai prêt, je ferai le nettoyage, juste le nettoyage, et je planterai une pelouse. Et là, en ce moment-là, on va curer l'intérieur un peu. On va curer l'intérieur et il y a un barrage là-bas que j'ai laissé passer. Je vais le fermer et l'eau va passer par là. Ok. Et j'ai des sorties. C'est-à-dire que dans le système, il ne faut pas dire moi je garde tout l'eau pour moi et vous empêchez les autres qui sont en aval là-bas d'avoir un peu d'eau. Donc l'idée c'est de remplir mes étangs et ensuite d'ouvrir une brèche. Quand mes étangs sont remplis, le trop-plein se déverse et ça continue son lit. D'accord. Voilà. Ok. Tout est bien pensé. C'est comme ça. Parce que quand on est dans un environnement, il ne faut pas vivre de façon, comment on appelle ça, en vase clos. Il faut savoir que vous faites partie d'un écosystème. Ouais. Et cet écosystème-là, faut pas briser la chaîne. Il ne faut pas faire obstacle. Hein. Il faut prendre juste la part dans laquelle vous voulez évoluer et puis ne pas détruire tout l'environnement qui est autour. Permettre à l'environnement de rester toujours dans son harmonie. Voilà, enfin, le plus possible. Bien sûr.
Moi, j'ai grandi dans un espace assez naturel, parce que j'ai fait mes années scolaires primaires, secondaires et autres en Côte d'Ivoire. Et donc, toutes les vacances, j'étais à l'intérieur de la capitale, donc au village, dans des zones où il y a vraiment de l'espace, où il y a de la forêt et tout. Et donc, le goût de la nature, de l'environnement sain, fait partie de mon quotidien. Et quand je me suis expatrié, j'avais souvent la nostalgie de ces paysages rares qui sont en Afrique, et notamment en Afrique noire, et notamment en Côte d'Ivoire. Et donc, la faune, la flore, et même la gastronomie, les fruits, les mets ivoiriens et tout ça me manquait un peu. Et puis, je me suis dit aussi que c'est vrai, on peut avoir un métier ailleurs, on peut être dans un système assez moderne et tout, mais l'Afrique reste un territoire encore assez vierge et où on parle d'autosuffisance alimentaire, on parle de développement durable là-bas. Et quand on peut apporter une petite contribution à l'édifice, moi je pense que tout Africain devrait y penser sérieusement. Parce que les Occidentaux, les Américains et les Chinois n'ont pas attendu les Noirs pour se mettre au travail et développer leur continent. Donc il appartient aux Africains de se battre pour ça. Et donc le retour à la terre qui permet avec un peu d'investissement de sortir quelque chose qui pourrait éventuellement apporter une plus-value au développement d'un pays, je pense que ça devrait être une motivation assez suffisante pour qu'on délocalise. Et moi c'est dans cet esprit-là que j'ai évolué et que j'ai pris le chemin de venir réaliser chez moi, puisque c'est là où j'avais de la terre, et notamment dans le... c'est vrai que quand on arrive, on tombe souvent sur beaucoup de difficultés d'adaptation, il y a beaucoup de boulot à faire pour mettre les choses en place, mais après il y a tellement de plaisir à voir les choses évoluer positivement que toute la souffrance qu'on a eue au départ s'estompe avec le bonheur de voir un produit fini. Notamment moi, quand j'ai commencé les poulets, je suis arrivé à 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 volailles aujourd'hui qui sortent, et donc quand je vois sortir ces 6000 volailles, je me dis bon, du chat, tu contribues à nourrir la population, tu fais quelque chose de bien, c'est positif, et bon, j'ai continué d'étendre cela. Mais parallèlement à ça, l'expérience que j'ai et l'expertise aussi que j'ai me permettent de former des villageois, de leur parler de certaines choses qu'ils ignorent, de les motiver à l'initiative. Et donc c'est en cela que dès que j'ai la possibilité d'avoir 1 ou 2 ou 3 jeunes sous ma coupe, d'abord je fais en sorte qu'ils soient formés dans le secteur qu'ils veulent, notamment moi je suis dans l'élevage et dans les maraîchers. Je les envoie en formation, j'essaye de leur apporter les rudiments. Et puis ensuite, ils ne sont pas obligés de continuer de travailler avec moi. Ils peuvent, eux, quand ils ont un petit lopin de terre, se redéployer sur leur lopin de terre. Et puis moi, je leur apporte mon assistance matérielle parfois pour les encourager à aller de l'avant. Voilà, parce que plus nous sommes nombreux, mieux ça vaut pour la région. Et donc c'est ça un peu. Ensuite, il y a aussi le domaine socio-culturel, c'est-à-dire que les sensibiliser à accepter et à valoriser leur langue, leur culture, leur tradition. Et toi, tu sens que ça, c'est peut-être qu'il y a un frein à ce niveau-là. Est-ce que tu sens qu'il y a certains blocages par rapport à ton expérience quand tu es venu t'installer? Est-ce que tu sens qu'il y a un gros travail justement à faire à ce niveau-là en fait? Il y a un gros travail. Il y a un gros travail et c'est un travail de longue haleine. Ça réside d'abord dans le système éducatif d'abord. Parce que nos traditions avant, les parents inculquaient aux enfants une certaine morale qui aujourd'hui a été déléguée au système éducatif, à l'école. Or, l'école n'est pas le lieu. Le lieu pour éduquer un enfant, c'est d'abord le cadre familial. C'est dans la tradition familiale qu'il acquiert les rudiments pour qu'il soit un homme bon, bien, juste dans sa vie future.
Et les Africains sont en train de perdre véritablement ce volet-là, essentiel. Vous voyez, le chinois a évolué, mais quand vous allez en Chine, vous les retrouvez toujours dans leur tradition, dans leur langue, dans leur façon d'être, dans leur gastronomie, etc. Les Occidentaux ont leur mode de vie, les Indiens ont leur mode de vie. L'Africain a un peu aujourd'hui une forme d'hybride qui n'est pas intéressant parce qu'il n'est ni occidental, ni chinois, ni asiatique, ni indien. Donc il faut qu'il retrouve son identité. Pour être performant, il faut qu'il retrouve son identité. Et pour qu'il retrouve son identité, il faut que le système éducatif ouvre une voie à l'éducation morale sur les traditions négro-africaines. C'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel parce que quand je parcours aujourd'hui les villages et tout, je trouve beaucoup de jeunes complètement, comment je peux dire, complètement qui ont perdu certaines valeurs, c'est-à-dire qui ne rêvent que de choses qui sont éphémères. Vous voyez, par exemple, on parle de communication. On parle de communication. C'est vrai, les portables, c'est bien. Ça permet c'est moderne, ça développe, on permet de joindre les gens à droite, à gauche facilement. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est coûteux. Le petit qui est au village, qui au lieu d'acheter sa machette, va acheter un portable à 10 000, alors qu'il a une machette qui est défaillante, il ne travaille plus bien. Il va payer la communication alors que son ami ou son frère se trouve à un point B de son village. Ils vont communiquer alors qu'il suffit de s'y rendre. Il va perdre de l'argent et il va engloutir de l'argent inutilement sur un réseau de communication qui ne lui apporte pas grand-chose. Par exemple, je prends un exemple banal, simple. Voilà, ça va passer par là, ça va passer aussi par la consommation. Il va privilégier aujourd'hui d'aller acheter du pain, qui est du blé, à un prix plus élevé que la tchéké qu'il cultive lui-même, ou l'igname ou le manioc, et il va se devenir dépendant de ce mode d'alimentation-là, qui, une fois qu'il y a un souci de pénurie, pose un problème, pose des problèmes à l'Afrique. Aujourd'hui, vous voyez la guerre en Ukraine, etc., on crée un problème de blé. Heureusement que chez nous, on a le manioc, on a la tchéké. On a une variété de trucs, on a le l'igname, on a le truc, on peut se projeter. Mais imaginez les pays comme l'Égypte aujourd'hui, qui a 80% d'exploitation de blé, se voir privé de ça. C'est une population qui va s'affamer. Donc, initier des sujets qui permettent de sensibiliser les jeunes sur le fait que c'est pas ce qui vient d'ailleurs qui est forcément bon, et que en cherchant autour d'eux, en faisant preuve d'ingéniosité, ils sont capables de développer à partir de leurs compétences propres et de leur expérience, bien sûr avec ceux qui viennent d'ailleurs aussi comme nous, qui prenons le bon côté des choses et qui leur mettons cela à disposition, de faire des choses extraordinaires et puis de travailler sur des produits qui existent chez eux, sur une matière première qui existe déjà. Voilà le but de ce retour à la terre et puis de ce retour aux traditions. Je mets de côté le volet spirituel et tout parce que ça c'est délicat. Voilà, c'est délicat, mais aujourd'hui il faut reconnaître qu'en Afrique, surtout en Afrique noire, ça commence à devenir un frein au développement et à l'émancipation des peuples noirs. Parce que je faisais la remarque à des gens, je dis, vous êtes à l'église toute la journée alors que vous avez faim. Et que vous attendez que le bon Dieu descende pour vous donner à manger. Alors que le bon Dieu, dans le même livre que vous pratiquez, le Coran, l'islam ou la chrétienté, dit que tu auras ton père à la sueur de ton front. Et donc à la sueur de ton front, c'est d'aller prendre ta machette et d'aller travailler. On n'a pas dit de ne pas rendre un culte au Créateur, mais il faut proportion garder, savoir que le Créateur, il t'aide quand tu t'aides toi-même. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait des lois, il y ait un système qui est mis en place de sorte qu'on dise aux gens qu'il faut travailler pour produire. Voilà. Et que c'est ça qui est l'avenir. C'est ça qui garantira la survie de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Et c'est cette sensibilisation-là que moi je suis. Mais quand on fait un retour aux traditions négro-africaines, on trouve la place de la spiritualité sans être obligé de parcourir tous les soirs, tous les midis et soirs, les temples. Voilà, parce que Dieu, il nous a créés à son image, comme on dit les gens, il nous a mis sur un paradis, il est là ce paradis-là,
puisqu'il a tout mis. Donc c'est à l'homme de le préserver, de garder l'harmonie, et donc de travailler à ce que ce beau cadeau que le Créateur a fait là, perdure. Mais ce n'est pas dans les églises ni dans les mosquées que cela se trouve, c'est dans la nature. Parce que tout y est. Tout l'avenir de l'humanité, tout l'avenir des Noirs se trouve dans la nature, dans ce que Dieu leur a donné de bon, des arbres, les forêts, les sites extraordinaires, le sous-sol et tout ça que nous avons, qui est immensement riche. C'est sur ça que les Noirs doivent travailler, que les Africains doivent travailler. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur ce volet-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où, pour avoir cette ouverture d'esprit, pour avoir toutes ces idées-là, moi je pense qu'il est aussi important de voyager. En fait, c'est quand on voyage qu'on commence aussi à avoir énormément d'idées. Sauf que ici, c'est vrai que les jeunes ou même les adultes en général n'ont pas forcément la possibilité de voyager comme nous qui sommes nés en France ou qui avons réussi à aller en France, en Europe. Voilà, on peut voyager quand même assez facilement. Oui. Donc sur ce plan-là, je trouve que déjà il y a peut-être un manque d'équité, ce qui fait que malheureusement les idées ne leur viennent pas aussi facilement que ça peut nous venir à nous. En fait. C'est vrai ce que vous dites. Ce qu'il faut comprendre, voyager, c'est s'enrichir. C'est pour ça que nous, on appelle les jeunes de la diaspora, c'est-à-dire vous, ceux qui ont bénéficié de l'opportunité d'être dans des pays développés et donc qui ont acquis un certain nombre de compétences et aussi qui ont une certaine ouverture d'esprit. Voilà, sur le monde technologique, sur le monde scientifique, sur le monde social même, apporte quelque chose à ceux qui sont là. Mais en même temps, on a vu l'exode terrible de nos jeunes sur les côtes arabes, vous voyez, à mourir dans la Méditerranée et autres, parce qu'on leur proposait pas dans leur pays des garanties, enfin pas des garanties, mais on leur offrait pas des conditions d'épanouissement. Voilà. Et la pauvreté extrême les pousser à partir. Ce qu'il faut faire, c'est faire un... le président Houphouët-Boigny a dit qu'on ne transfère pas la technologie, on forme. Vous voyez, avec le monde des antiques aujourd'hui, avec le monde de l'internet, avec la mondialisation des médias, vous pouvez rester à Abidjan et puis savoir tout ce qui se passe à New York et à Paris. À partir de là, voyager devient juste du tourisme. Pas de l'immigration pour sortir des conditions désastreuses de sa vie. C'est créer des conditions de telle sorte que, comme les Occidentaux l'ont fait chez eux, que les populations africaines puissent se développer. Maintenant, quand ils atteignent un certain niveau, forcément ils iront voir ailleurs. Mais ils n'iront pas voir ailleurs dans le sens de s'y établir, dans le sens de regarder, d'échanger culturellement, de voir ce qui ne va pas là-bas, ce qui est bien là-bas, et qui n'ont pas encore chez eux, et qui puissent exporter ces techniques-là ou ce savoir-faire-là. Mais les peuples doivent se côtoyer. Voyager, c'est essentiel. Moi, j'ai fait plus de 100 pays dans ma vie, et je peux vous dire ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté une chose, l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire que vous pouvez être chez vous et puis penser que vous êtes le roi, qu'il y a tout, et puis vous vous déplacez un jour dans un petit pays et puis vous vous rendez compte que votre niveau de vie est complètement inférieur au leur. Et en ce moment-là, vous déchantez, vous dites « Ah, il y a plus fort que moi, il y a plus grand que moi ». Donc voyager, déjà, ça vous permet d'ouvrir votre esprit et de vous rendre compte du niveau que vous avez atteint. Parce que c'est toujours par comparaison qu'on se projette pour travailler plus et avancer plus. Mais dans un cadre humanitaire, c'est-à-dire que l'humanité doit être au centre des préoccupations des êtres humains. Malheureusement, on assiste à trop de conflits et qui freinent justement les voyages des uns et des autres. Vous avez vu le Covid, comment ça nous a bloqués. Personne ne pouvait sortir. Et là, les gens se sont rendus compte que rester enfermé, c'est pas une bonne chose. Il faut s'ouvrir sur l'extérieur. Et donc, je vous rejoins quelque part, que voyager permet d'échanger.
permet d'acquérir un certain nombre de techniques, de savoir-faire, de compétences qu'on peut mettre au service d'autres. Voilà, et donc effectivement, il faut un brassage, mais il faut un brassage dans le respect des us et coutumes des uns et des autres. Il ne faut pas que les Africains ne deviennent que des Occidentaux. Il ne faut pas que les Africains deviennent des Chinois, qu'ils aient un mode de fonctionnement chinois, parce que c'est pas ça. Dieu a créé l'humanité dans une grande diversité. Il ne faut pas faire disparaître. Comme vous voyez aujourd'hui, on se bat, il y a des altermondialistes, il y a des fondations qui se battent pour la préservation des espèces en voie de disparition. Là, on se préoccupe des animaux. Mais il faut vous préoccuper du fait que demain, les Africains ne deviennent pas complètement des Chinois, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont un mode de fonctionnement où ils mangent que du riz et des nouilles. Et qui délaissent complètement le taro, l'igname, la banane et autres. Et qui deviennent que des gens qui s'habillent que dans des tenues occidentales, et puis que le petit kita qui pouvait tisser sur le tisserand n'a plus de valeur parce qu'on trouve ça très sauvage ou arriéré. Non, il faut revaloriser un certain nombre de choses parce qu'une culture, c'est le socle, c'est la base, c'est la pierre qui permet de se développer, de se projeter. Sinon, on a un vide. Et quand on a un vide quelque part, quand on se développe jusqu'à un certain stade, on ne sait plus qui on est. Mais moi, je prends l'exemple toujours des États-Unis. Les États-Unis est un pays fantastique. Mais les États-Unis, c'est un pays où on a un état d'esprit où on est conquérant. On prend tout par la force. On veut du pétrole ici, on veut ceci, on attaque. Si vous ne voulez pas, on fait. Les États-Unis sont les seuls pays qui peuvent venir s'imposer dans n'importe quel endroit parce qu'ils ont développé un système militaire, parce qu'ils étaient la course cow-boy. Ils ont un schéma qui est destructeur pour l'humanité. L'Africain n'est pas comme ça. Et l'Africain gagnerait à garder ce qu'il a de fort, de lien qui lui permet qui est toujours dans un esprit de préservation de l'humanité. Bah surtout que c'est sûrement plus simple en fait de faire avec ce qu'on a sur place. En fait, c'est d'abord ça. On se rend la tâche beaucoup plus difficile à adopter un comportement en fait et des habitudes qui ne nous correspondent pas au final. Tout à fait. Mais il faut inciter les jeunes à l'observation. Je suis dans un environnement, il peut être austère, mais il y a des gens qui vivent, les Esquimaux, vous voyez, ils vivent dans des conditions terribles là-bas. Mais ils ne font pas d'exode. Ils aiment bien leur lieu là. Quand ils sortent de là, les Tibétains pareil, ils sont complètement trucs. Pourquoi ils sont bien chez eux? Parce que je crois qu'ils se sont accommodés d'un système de vie qu'ils ont épousé et qu'ils ont harmonisé, c'est-à-dire qu'ils font partie intégrante des conditions difficiles de la nature dans laquelle ils ont évolué. Et à partir de là, ils ont développé des intelligences, ils ont développé des compétences pour régler des problèmes ponctuels et évoluer. C'est ce qu'on demande aux Africains. J'observe dans la nature. Mais si je me mets à observer un arbre, je saurai quand il produit, à quel moment il produit. Et à quel moment je dois le récolter, à quel moment je dois faire ceci avec lui. Et quand j'observe ces fruits, je dois trouver les solutions pour qu'ils puissent m'apporter quelque chose de positif et qu'ils puissent aussi me permettre d'apporter quelque chose aux autres. Et donc effectivement, c'est sur ce qu'on a chez soi qu'on peut travailler. Mais on a toujours besoin d'aller voir ailleurs quand il y a quelque chose qui se fait de mieux. Bien sûr. Voilà, parce que parfois, il faut gagner aussi en rapidité d'exécution. Si moi je sais qu'en Chine aujourd'hui, ils ont travaillé sur une machine qui me permet de désherber sans que je sois obligé d'utiliser un produit toxique qui viendra, je ne sais pas de quel pays, chimique, je prendrai la machine là, je ferai en sorte de m'adapter à elle et même de chercher à la fabriquer chez moi avec des matériaux qui peut-être se trouvent chez moi. Ou en assemblage, etc., etc., etc. Donc c'est l'intelligence, quoi. Il faut partir dans l'observation, il faut étudier, il faut s'instruire. Il faut s'instruire, surtout, il faut s'instruire. Voilà, l'instruction est capitale. Voilà, il ne faut pas que les enfants soient à un stade où ils n'ont pas de niveau. Il faut qu'on les éduque, il faut qu'on les instruise. Surtout qu'ils arrivent qu'on ait le plus d'ingénieurs possible, qu'on ait le plus de mathématiciens possible, de plus de scientifiques, d'informaticiens, de sorte que ceux-là puissent faire monter le niveau de nos pays. Voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Mais je reste accroupé sur le fait que l'homme africain doit se poser une question. Pourquoi le Créateur m'a placé sur l'Afrique?
en Afrique. Pourquoi je suis resté là? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous ne sommes pas en Inde? Pourquoi nous ne sommes pas... C'est parce que certainement, c'est le lieu qui nous sied le mieux. C'est pour ça que nous avons évolué là, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, si on réfléchit comme ça, alors on peut se projeter en disant, bon, dans ce cas-là, ici, c'est chez moi, je vais tout faire pour que ce soit un paradis. Voilà. Comme ça, les autres viendront.